Bienvenue. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous ressentez des tensions, des douleurs? Est-ce que c'est calme à l'intérieur ou agité? Prenez un petit temps pour observer comment vous vous sentez. Parce que peut-être que s'il y a des tensions, des douleurs, de l'agitation, des pensées qui vous assaillent, eh bien peut-être que tout ça, ça prend en partie son origine dans le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, je vais aborder le sujet de qu'est-ce que nous nous donnons comme nourriture. Et plus précisément, on va commencer par comment est-ce que nous nourrissons le corps. J'ai appelé cette vidéo « Nourrir le corps dans toutes ses dimensions » parce qu'il y a différentes manières de nourrir le corps. Je vais en distinguer 7. Nourrir le corps de nourriture physique, d'alimentation, la nourriture émotionnelle, la nourriture mentale, et donc ces deux aspects au niveau corporel, la nourriture plus subtile, celle qui est liée à l'intention autour de comment on se nourrit et de ce que l'on ingère. Comment nous nourrissons le corps d'activité, comment nous nourrissons le corps d'amour, et comment nous nourrissons le corps spirituellement. Si je distingue ces 7 sujets de nourriture du corps, c'est uniquement par volonté de clarté pédagogique. Évidemment, tout ça, ça fait qu'un. Et il y a un grand niveau d'interdépendance entre chacun des sujets. Donc là, je les ai présentés de façon linéaire, mais je vais essayer de les aborder linéairement, mais ça va pas être complètement possible. Je vais faire des allers-retours en permanence entre ces différents types, ces différents niveaux de nourriture du corps. Parce que ces 7 sujets constituent de la nourriture pour le corps. Qu'il s'agisse d'alimentation, de nourriture émotionnelle, mentale, d'activité, d'amour, d'intention ou de spiritualité. Je pense que ça va nous occuper pendant quelques vidéos. Je ne crois pas pouvoir traiter tout ça en une seule vidéo. Nous avons vu dans la précédente vidéo que préalablement à tout travail de développement personnel, il est essentiel de comprendre, de réaliser, de mettre en œuvre que nous sommes maîtres de nos vies, que nous vivons exactement tout ce que nous devons vivre et exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. Ce switch de regard sur soi et sur le monde est vraiment essentiel pour permettre tout travail complémentaire, toute avancée, pour permettre les pas suivants sur le cheminement du développement personnel. C'est-à-dire sur le cheminement d'aller vers soi, vers plus de calme, vers du calme, de la sérénité, de la vitalité et de la souveraineté. Nous vivons exactement ce que nous devons vivre pour avancer, pour grandir. Et nous sommes libres de le vivre comme nous souhaitons le vivre. Ceci dit et intégré, nous pouvons passer à un aspect primordial, fondamental du développement personnel. Comment nous nourrissons le corps. Et le premier niveau de nourriture du corps est comment nous nous nourrissons lors des repas ou en dehors des repas. Quelle nourriture physique nous ingérons. Pourquoi est-ce que c'est le premier niveau? Tout simplement parce que la façon de laquelle nous nourrissons le corps et ce que nous lui donnons à ingérer va conditionner les ressources dont nous disposons. Et il ne s'agit pas que de ressources énergétiques, purement mécaniques, issues de la digestion d'aliments. Ça va bien plus loin que ça. Ça va même dans des niveaux très subtils. Ça conditionne toute notre capacité corporelle, et donc émotionnelle et mentale, à nous percevoir, à percevoir le monde,
à jouir de la vitalité, à pouvoir bénéficier de la sérénité et à nous permettre la souveraineté. C'est un sujet énorme. On n'a souvent pas conscience que c'est un sujet énorme. Dans notre façon de nous alimenter, il y a généralement 2 dimensions. La dimension subsister, survivre, et la dimension en tirer un plaisir. Mais en fait, ça va tellement plus loin que ça. Mais malheureusement, à être éduqué comme ça, on passe à côté de beaucoup de choses qui sont toujours là, dans l'alimentation. Mais comme on n'en a pas conscience, on n'y prête pas attention, et on a tendance à se nourrir un petit peu n'importe comment. N'importe comment, je parle même pas nécessairement de malbouffe. Je parle de tout ce que je vais aborder au cours de cette vidéo et des suivantes s'il en faut plusieurs pour traiter le sujet. En gros, on peut pas prétendre se sentir bien, on peut pas prétendre s'épanouir si le support de l'épanouissement, le corps, est maltraité. Et on le maltraite, consciemment ou inconsciemment, généralement inconsciemment, ne serait-ce que parce que notre éducation nous a appris à le maltraiter. Notre façon de nous nourrir habituelle, les différentes recommandations que nous ont données généralement nos parents ou la société, ou notre art culinaire, la gastronomie, ne nous permettent pas de nous nourrir correctement. Et même si on a l'impression de se nourrir correctement, même si on a choisi son alimentation, même si on utilise des produits bio, c'est un chouette premier pas. Mais ça va pas suffire. D'ailleurs, en parlant de premier pas, quand j'aborde des sujets comme ça où je pose dès le début le fait que, de par notre éducation, de par notre culture, nous sommes complètement à côté de la plaque, c'est un petit peu violent. J'en suis désolé, mais c'est important de poser un constat réaliste. Mais c'est quand même un petit peu violent. Donc je tiens à rappeler que, où que nous en soyons dans notre façon de nous alimenter, c'est ok. On n'a pas à se juger pour ça, on n'a pas à se flageller. C'est ok. Petit à petit, on peut prendre conscience du simple fait que notre alimentation n'est pas ok dans notre épanouissement, pour notre équilibre personnel. Et petit à petit, selon notre capacité, selon nos envies, on peut changer tranquillement, avec bienveillance envers nous, essayer d'autres modes d'alimentation, et essayer notamment les choses que je vous propose. Encore une fois, je prétends pas détenir la vérité absolue. Ce que je vous suggère, c'est le fruit des enseignements que j'ai reçus et de la façon dans laquelle je les ai expérimentés. Et mon invitation est toujours de ne pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis, d'essayer, si vous en avez l'élan, de voir ce que ça fait pour vous, et éventuellement de l'adopter ou de l'adapter à vos besoins, à ce que vous ressentez à un moment donné. Mais il n'y a rien de figé dans tout ça, c'est évolutif. Dans cette vie, on est là pour apprendre. Après ce grand préambule, allons directement au cœur du sujet. Comment nous nous nourrissons ? Le premier écueil, déjà, c'est de croire que nous avons un besoin commun de nourriture, que nous avons besoin, tous, de nous nourrir de la même manière, qu'il n'y a qu'un seul modèle pour se nourrir. C'est comme pour l'éducation, l'apprentissage. On a chacun notre façon d'apprendre et nos besoins d'apprentissage. Eh bien, pour la nourriture, c'est pareil. On a chacun des besoins différents. Il n'y a pas une seule culture sur cette planète, à part la culture occidentale, qui ait fait un modèle unique d'alimentation. Par exemple, si l'on regarde
les propositions d'alimentation selon l'Ayurveda, on distingue différents profils de personnes, des profils physiologiques, qui sont associés à différents grands types de nourriture, d'alimentation. On ne mange pas la même chose, on n'a pas les mêmes besoins selon notre profil, selon notre physiologie. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de l'Ayurveda, je vais essayer de le résumer en disant que si nous avons un profil plutôt élancé et sec, comme le mien, ce profil a besoin de chaleur, de douceur, mais certainement pas de choses qui renforcent son côté élancé et sec. À l'inverse, si on a une morphologie plutôt ronde, charnue, notre alimentation ne doit pas renforcer cette morphologie. Au contraire, il doit l'équilibrer. Et c'est comme ça que on peut faire des grandes catégories. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo sur les grands profils alimentaires, mais là c'est un sous-sujet de ce que j'aborde. Et à l'intérieur de ces grandes catégories, il y a encore des adaptations à faire selon d'autres caractéristiques, selon notre sensibilité propre et nos aspirations. Et évidemment, selon notre activité, notre mode de vie et l'endroit où nous vivons. C'est déjà un premier truc, ça. Nous vivons à l'endroit où l'alimentation nous est adaptée. Que nous soyons inuits, ch'tis ou marseillais, l'alimentation à disposition dans la région dans laquelle on vit correspond à l'alimentation dont nous avons besoin. Alors c'est toujours chouette de mixer et d'avoir des apports exogènes qui viennent d'autres régions. C'est chouette quand on vit à Paris de pouvoir manger une mangue, alors qu'il n'y a pas de mangue qui pousse à Paris. Mais c'est pas un besoin fondamental de notre alimentation. La région dans laquelle on vit doit pourvoir aux besoins alimentaires que nous avons. Ouais, ça fonctionne comme ça. Si j'aime les champignons, par exemple, physiologiquement, j'ai intérêt à nourrir le corps des champignons qui poussent dans ma région. Voilà, dans ma région, par exemple, il n'y a pas de champignons de Paris qui poussent. J'ai plutôt intérêt à manger des cèpes et des girolles. Et ça parle tout de suite d'un autre niveau de résonance qui est beaucoup plus subtil que l'alimentation matérielle, mécanique que nous ingérons. C'est-à-dire cette vision selon laquelle nous ingérons des protéines, des lipides, des glucides, de l'eau, et que mécaniquement, le système digestif va venir séparer les composants pour pouvoir les assimiler, et que ces composants sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Ça, c'est une vision extrêmement mécaniste du corps, tellement simpliste. La vision opposée, à l'autre extrême, c'est la vision énergétique, où l'on dit que tout n'est qu'énergie, et ce dont nous avons besoin, c'est l'énergie contenue dans les aliments. Et si on pousse le truc à l'extrême, cette énergie, on peut la puiser ailleurs que dans l'alimentation. Et là, on va parler de prana et des gens qui ont une alimentation pranique. Voilà, là, on a deux visions très extrêmes de l'alimentation. Et entre les deux, il y a un juste milieu qui correspond à ce qui nous permet de vivre de façon équilibrée et de bénéficier de toutes les ressources dont nous avons besoin pour nous épanouir. Alors là encore, ça serait peut-être un petit peu long d'entrer dans les détails de cette alimentation, de comment fonctionne le corps vis-à-vis de l'alimentation, mais je vais quand même en donner quelques grandes caractéristiques générales. Donc effectivement, il y a un aspect mécanique. Nous avons besoin d'éléments constitutifs de la physiologie du corps. Certes, tout en sachant que ces éléments, nous sommes capables de les générer aussi nous-mêmes. Nous avons aussi besoin d'un apport d'énergie extérieure. C'est certain.
mais en aucun cas dans les quantités qui nous sont indiquées. Donc, premier point, nous n'avons pas besoin tous de la même nourriture. Et pour ça, je vous invite à investiguer vous-même. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, mais il y a des spécialistes bien plus compétents que moi sur le sujet. Mais vous pouvez, par l'expérimentation et par un petit peu de bon sens, déjà observer quels sont les aliments qui vous procurent de la chaleur ou qui vous refroidissent, quels sont ceux qui sont lourds, quels sont ceux qui vous apportent de l'énergie. Et c'est pas forcément les mêmes que ceux dont ont besoin vos enfants, ou votre conjoint, conjointe ou vos parents. Cette expérience, elle est vraiment individuelle. Et évidemment, tous les aliments qui provoquent des réactions, des sensations fortes en nous, on va les éliminer ou les prendre avec parcimonie et de façon exceptionnelle. On va pas en faire notre alimentation quotidienne. Évidemment que c'est ok. Par exemple, pour moi, je dois éviter les choses craquantes. Tout ce qui est craquant vient renforcer la sécheresse qui est naturelle à ma constitution. Ça ne veut pas dire que je ne mange jamais de fruits secs. Ça veut dire que je mange moins souvent des fruits secs et que j'ai plutôt intérêt à imbiber les fruits secs d'eau, à les laisser se gonfler d'eau pendant une nuit, par exemple, avant de les ingérer. Et là, c'est ok. Donc encore une fois, quand on aborde ces sujets, il ne s'agit pas d'être manichéen et de jeter l'eau du bain avec le bébé, ou de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais plutôt de faire preuve de subtilité dans l'observation, de bon sens et de discernement dans la mise en œuvre. Donc cette première invitation est vraiment d'observer dans l'alimentation, là pour le moment, sans la changer. Observer ce qui crée des réactions en vous. Alors ce que j'appelle des réactions fortes, je parle pas de rougeur, je parle pas d'allergie, je ne parle pas de réactions violentes, mais je parle simplement de réactions fortes. Se sentir lourd après un repas, c'est pas ok, c'est pas normal. C'est soit que la quantité était beaucoup trop importante, soit que les aliments ingérés ne correspondaient pas à notre profil. Soit les deux. Et les quantités, justement. Enfant, on nous a expliqué que il fallait faire 3 bons repas par jour. Ah ouais, ça c'est quand on était enfant. Ça avait du sens, on était en pleine croissance. Adulte, on a oublié de nous expliquer que le système digestif n'est pas fait pour ingérer 3 repas par jour. Ça nous parle un petit peu d'histoire du développement de l'humanité, des hominidés. On va refaire un bref petit tour de cette histoire, parce qu'elle est hyper enseignante. Cette histoire, c'est celle qui est inscrite en nous. Alors certains diront dans le patrimoine génétique, dans l'ADN, d'autres diront qu'elle est inscrite en nous au plus profond de nos cellules. Il y a plein de façons de voir les choses. La réalité, sans se poser toutes ces questions, on peut l'expérimenter. Nous avons un passif historique de mode alimentaire, et si nous adaptons notre alimentation à ce pourquoi le corps est prévu par ce passif historique, on se donne toutes les chances de l'alimenter de la meilleure façon possible pour lui. Ce que j'appelle le passif historique, c'est aussi simple à comprendre que dans notre passif historique, nous avons commencé à 4 pattes, vraisemblablement, et aujourd'hui nous marchons debout sur 2 jambes. C'est pas une bonne idée d'essayer de voler. Enfin, sans parachute, sans avion ou sans aile volante. Ça va pas marcher, on n'est pas équipé pour. Notre passif historique ne nous le permet pas. Eh bien, donner à manger ce qui ne correspond pas au corps, c'est le même viol du passif historique que celui d'imaginer qu'on est capable de voler. Donc l'histoire de l'hominidé dans son alimentation, c'est quoi? Eh bien, il y a fort longtemps, l'hominidé mangeait cru le fruit de sa cueillette.
Non, il n'y avait pas le feu, il mangeait cru le fruit de sa cueillette. Il s'est mis petit à petit à piéger des petits animaux, à chasser des petits animaux, et à manger leur viande, leur chair, crue. Le feu est apparu, l'homme a commencé à manger principalement de la viande cuite, puis il s'est mis un petit peu parfois à manger des végétaux cuits. Petit à petit, l'homme s'est sédentarisé, a commencé la culture, sont apparues des nouvelles formes végétales d'alimentation. Il a développé des armes qui lui permettaient de tuer des animaux de plus en plus gros. Et donc, d'une alimentation de petits animaux, il est passé à une alimentation de plus gros animaux. Sédentarisation, culture, apparition de nouvelles espèces végétales, par exemple les céréales, début de l'élevage. L'homme cesse de chasser des animaux sauvages et commence à élever des animaux pour pouvoir s'en nourrir et se nourrir de leurs produits, les œufs de poule, le lait de vache, en tout cas plutôt au début le lait de chèvre. Élevage, culture, l'étape d'après, ça a été de voyager. L'homme sédentaire s'est mis à voyager vers d'autres destinations et à revenir au sein de sa communauté, de sa tribu, en rapportant des nourritures exotiques. Et le reste du développement, vous le connaissez aujourd'hui, une mangue qui a fait le tour de la planète en bateau ou en avion coûte moins cher qu'un kilo d'abricots qui vient de notre pays. Cette historique nous apprend quoi? Eh bien que nous sommes plutôt adaptés à manger des végétaux crus, de la viande crue, et plus exceptionnellement, en tout cas de façon moins fréquente, des végétaux cuits et de la viande cuite. Quand je parle de végétaux, évidemment, je parle de fruits et de légumes. Au début, la cueillette, c'est essentiellement des fruits, des baies, des racines, des tubercules, des feuilles. Alors évidemment, on ne va pas se nourrir que de ça. Mais c'est important de savoir que le corps est prévu pour se nourrir de ça. Et la fréquence, eh bien jusqu'à il y a peu, au regard de l'histoire de l'humanité, la fréquence des repas était conditionnée par les produits de la cueillette et de la chasse. On ne faisait pas 3 repas par jour. Et le système digestif est prévu pour ça. Il est prévu pour une nourriture intermittente et rare. Pas des repas fixes 3 fois par jour, en abondance. On n'a pas besoin de ça. Alors on nous a expliqué qu'on avait besoin de ça, qu'il était important de manger de la viande par exemple pour avoir des protéines. On a complètement oublié de nous préciser que digérer les protéines de la viande et les assimiler consommait plus d'énergie que cela en rapportait, et on a complètement oublié de nous dire que ces mêmes protéines, nous étions capables de les synthétiser à partir des acides aminés. Acides aminés qu'on trouve dans les végétaux. Bien. Il y a tellement de régimes qui sont proposés, tellement de façons de s'alimenter qui sont proposées. Difficile de faire le choix. Difficile de savoir ce qui est bon pour nous. Et en même temps, par l'expérimentation, c'est plutôt évident de savoir ce qui est bon pour nous. Il suffit d'essayer. Mais pas essayer les trucs extrêmes. En tout cas, le corps a été prévu pour vivre des périodes de jeûne. Alors, pas des jeûnes de 2 mois, mais à minima, pas 3 repas par jour. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un espèce de consensus scientifique, et je vais mettre des guillemets à scientifique, qui dit que le jeûne intermittent est une façon à peu près raisonnable de s'alimenter. Le jeûne intermittent consistant à laisser 16 heures entre 2 repas. Faire un repas le midi et un repas le soir, et puis laisser 16 heures jusqu'au repas suivant, c'est-à-dire le repas du midi suivant. Et si vous avez l'impression que le petit déjeuner est essentiel pour vous et que si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous manquez d'énergie, cette impression, elle est fausse. Enfin, elle est juste, vous la vivez. Mais elle est faussée. Là, on ne parle pas d'alimentation et de besoins énergétiques, mais d'hyperglycémie. Vous avez habitué votre corps à être en hyperglycémie totale, permanente, et lorsque le taux de glycémie chute un petit peu, peut-être même pour revenir à un taux normal, vous vivez comme un manque d'énergie.
Ça donne l'impression qu'il faut manger, mais en fait, c'est tout l'inverse. Petit à petit, pour bénéficier de ressources pleines et durables, il est bon de maintenir le corps à un niveau de glycémie normal, ce dont il a besoin. Et physiologiquement, le petit déjeuner a plutôt tendance à priver de ressources vitales, de ressources équilibrées, qu'à en donner. À nouveau, je vais me référer à mon expérience personnelle sur le sujet. Je viens, comme beaucoup d'entre nous, de l'alimentation néfaste que je vous décrivais. Et j'avais pas conscience qu'elle était néfaste. Les matins avec le ventre lourd, les réveils avec le ventre lourd, les baisses d'énergie après les repas, le besoin de manger quelque chose immédiatement après avoir fait du sport, par exemple, tout ça je l'ai vécu et ça me semblait normal. L'acidité gastrique légère, mais quand même récurrente, la fatigue dans la soirée, tout ça je l'ai vécu et ça me semblait normal. Et puis petit à petit j'ai changé le mode d'alimentation, j'ai pris un mode d'alimentation qui me correspondait. Ça a déjà changé beaucoup de choses, par exemple ça a permis de ne plus avoir des réveils fatigués avec une petite lourdeur dans le ventre. Ça a permis aussi de reconstituer des selles normaux, pas des selles molles ou extrêmement dures. Et ça m'a permis de bénéficier de ressources que je ne connaissais pas avant. Et puis j'ai introduit le jeûne intermittent dans l'alimentation pour essayer. Grand changement à nouveau. Très grand changement dans ce que je vis au quotidien. Fini les manques d'énergie du matin. Manque d'énergie que j'avais en fin de matinée alors que j'avais pris un bon petit déjeuner. Non, maintenant c'est ok. C'est parfaitement ok. C'est tellement bien. Et je peux même l'illustrer par un exemple extrême. Dans mes pratiques sportives, ça me semblait inconcevable de partir faire 3 ou 4 heures de vélo ou faire 2 heures de jogging sans avoir un bon petit déjeuner dans le ventre, qui va me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire du sport. Eh ben si, en fait. Maintenant, les 4 heures de vélo et les 2 heures de jogging, je les fais évidemment sans manger le matin. Je pars tellement plus léger, tellement pas gêné dans le ventre, et avec des ressources énergétiques tellement plus profondes. Au bout de 4 heures de vélo, en ayant pris un bon petit déjeuner, j'avais besoin d'un gros steak, là. J'avais besoin d'un bon repas ou d'une bonne plâtrée de plâtre pour me remettre de tout ça. Maintenant, souvent, après 4 heures de vélo, sans avoir pris de petit déjeuner le matin, quelques noix, quelques noisettes, quelques amandes, bref, un repas extrêmement léger suffit à ce que je poursuive la journée avec suffisamment d'énergie pour faire toutes les activités intellectuelles et physiques que je fais chaque jour. Tellement mieux. Et puis en termes de performance, mes performances ont grandement évolué. À 46 ans, l'endurance et la vitalité dont je dispose lorsque je fais du vélo ou du jogging sont tellement plus importantes que celles dont je disposais quand j'avais 18 ans ou 20 ans. Très, très surprenant. Très agréable à vivre aussi. Nous ne sommes pas faits pour manger 3 fois par jour des gros repas. Chacun des sujets que j'aborde là sur l'alimentation mérite d'être... on pourra en discuter pendant des heures, ça mérite d'être approfondi. Là, je ne fais que vous évoquer la surface des choses en vous invitant à essayer. À ne pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis, mais à essayer. Essayez pendant 2-3 semaines de ne pas prendre de petit déjeuner. Vous prenez un repas normalement vers 20h, 21h, 19h selon vos habitudes, et le repas suivant sera le lendemain, à midi ou 13h selon vos habitudes. Alors si ça fait pas tout à fait 16h, c'est pas grave, c'est ok. Mais essayez ça. Et pendant 2-3 semaines, parce que évidemment les premiers jours, quand vous allez sauter le petit déjeuner, vous allez avoir faim. Vous êtes tellement habitué. Et puis vous allez vivre des trucs qui sont pas forcément hyper confortables. Tellement habitué à avoir une glycémie au taquet dès le réveil, que le temps que l'organisme se réajuste à un mode de fonctionnement normal,
cette baisse de la glycémie va vous donner peut-être des impressions d'avoir faim. Et c'est qu'une impression, hein, c'est pas vraiment avoir faim. Peut-être que ça va vous donner de légers étourdissements quand vous vous levez rapidement. Et vous inquiétez pas, c'est ok, ça va pas durer. Au bout de quelques jours, toutes ces sensations désagréables vont disparaître. Et c'est au bout de 2 semaines, 3 semaines que vous allez vraiment mesurer les bénéfices de ce dont je vous parle. Et de goûter des matins avec une énergie et des ressources tellement différentes de ce dont vous avez l'habitude. Et puis, l'absence de faim. Bon, alors c'est pas vraiment la faim, on ne sait pas ce que c'est la faim. En tout cas, l'absence d'avoir envie de manger. Vous pourrez avoir envie de manger, mais 5 minutes plus tard, vous n'y penserez plus. Voilà pour le début du premier niveau d'alimentation parmi les 7 que je vous ai cités. Là, on était vraiment dans la base de la base. Quelle nourriture choisir? Donc principalement végétale, principalement crue, et principalement ne veut pas dire exclusivement, et cru et végétal ne veut pas dire diète, ne veut pas dire astreinte. On peut trouver du plaisir là-dedans. Il y a tellement de choses à faire avec le cru et le végétal. Et puis des goûts tellement dingues quand on a des bons produits, tellement satisfaisants, bien plus satisfaisants qu'un steak bien cuit, que le gras qui sont le sel, le sucre, qui sont les exhausteurs de goût habituels qui affolent nos papilles. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà un moment que je suis sur le sujet. Il y a encore tellement de trucs à voir, ne serait-ce que sur ce premier point, ne serait-ce que sur la qualité des aliments, comment on les prépare, tout ce qui va conditionner l'énergie et les ressources qu'ils nous apportent. Et donc je reviendrai là-dessus, je poursuivrai dans la prochaine vidéo. Mais je vous invite vraiment, d'ici là, à observer dans un premier temps ce que les aliments font en vous, quelles ressources ils vous donnent, quelles sensations immédiates ils donnent. Je parle des sensations un petit peu fortes, telles que décrites au début de la vidéo. Sensations de lourdeur, de chaleur ou au contraire de froid. Observez par exemple comment, quand vous mangez du fromage ou un yaourt, la température corporelle descend. Ou à l'inverse, quand vous mangez certains aliments, la température corporelle peut vous donner des sensations de chaleur. Ces sensations qui sont évidemment pas normales dans une alimentation équilibrée. Équilibrée en fonction de nos besoins du moment et de notre profil. Et essayez aussi de jeûner de façon intermittente. Commencez peut-être par sauter un petit déjeuner sur 2, par exemple. Et prenez vraiment, donnez-vous cette chance, cette opportunité d'essayer pendant 3 semaines de ne plus prendre de petit déjeuner pour voir comment vous vivez ça. Si vous le vivez vraiment mal, arrêtez. On n'est pas là pour se faire du mal. Mais moi, je ne doute pas un seul instant que ça va être extrêmement bénéfique. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, pour continuer à aborder ce sujet tellement déjà abordé par plein de gens et de plein de façons différentes, avec parfois des écueils ou parfois des lacunes, et je ne doute pas que dans ce que je propose, il y aura aussi des lacunes. Mais voilà, j'essaye de vous apporter un regard global et une compréhension complète de ce qu'est nourrir le corps. Et là, on a vraiment abordé que la base de la base, mais je veux pas faire une vidéo trop longue. Cette vidéo est déjà très longue. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement, belle expérimentation à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!